Mai 1945. Toute l'Europe sent la poudre brûlée et l'huile renversée. Sur des milliers de kilomètres de routes détruites, dans des cours d'usines aux toits effondrés, à l'intérieur de wagons de train qui ne sont jamais arrivés à destination, reposaient les restes des machines les plus dévastatrices que l'histoire industrielle ait produites jusqu'alors. Des Panzers IV aux trappes ouvertes et aux moteurs encore chauds. Des Panthères abandonnés au milieu des chemins boueux d'Europe centrale, leur transmission fondue après des années de campagne ininterrompue. Des Tiger II incapables de bouger, non pas parce qu'ils avaient été détruits, mais parce qu'il ne restait plus un seul litre de carburant dans toute la région. Selon les estimations les plus largement acceptées par les historiens militaires, l'Allemagne a fabriqué pendant le conflit plus de 46 000 chars, près de 100 000 avions et des dizaines de millions d'armes individuelles. Tout cet arsenal, ou ce qu'il en restait, suscita chez les vainqueurs une question à laquelle personne ne savait répondre. Que faire de tout cela? La réponse n'était ni simple ni uniforme. Chaque puissance alliée avait ses propres priorités et ses propres obsessions. Les Américains voulaient démonter chaque pièce techniquement pertinente et l'étudier dans des laboratoires de l'autre côté de l'Atlantique. Les Soviétiques préféraient emporter directement les usines entières, les moules, les presses, les tours, tout ce qui avait produit ces machines. Les Britanniques voulaient comprendre pourquoi leurs chars continuaient de s'enflammer alors que les Panthères, touchés par leurs propres obus, survivaient. Les Français, qui devaient reconstruire une armée presque à partir de zéro, voyaient dans les blindés capturés une solution immédiate à un problème urgent. Et entre les deux, en marge de ce partage, se trouvaient la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Pologne et une demi-douzaine d'autres pays, avec des arsenaux entiers de technologie allemande attendant d'être utilisés, détruits ou vendus aux plus offrants. Au même moment, sous terre, au fond des rivières et des lacs, dans des mines scellées, une autre partie de l'arsenal sommeillait. Plus de 300 000 tonnes de munitions furent délibérément coulées dans la mer Baltique. Dans les tunnels du massif du Harz, dans des installations souterraines qui avaient à fonctionner grâce au travail forcé, se trouvaient des fusées V2 presque achevées que personne n'avait eu le temps de détruire. Dans les dépôts de produits chimiques industriels de Munich et de ses environs étaient stockés des milliers de tonnes d'agents neurotoxiques, tabac, sarin, dont l'existence mit des mois à être confirmée par certains fonctionnaires alliés. L'héritage matériel du Reich ne disparut pas le 8 mai 1945. Il fut dispersé, enterré, copié, vendu et transformé. Et une partie de cet héritage est toujours là. Les divisions Panzer du Troisième Reich ont péri avant le Reich lui-même. Ce ne fut ni un processus dramatique ni soudain. Ce fut une dégradation lente, cumulative, presque bureaucratique dans sa méthodologie. Fin avril 1945, les rapports internes de l'Oberkommando des Heer, le commandement suprême de l'armée allemande, montraient déjà, avec une froideur documentaire troublante, que de nombreuses divisions blindées disposaient de moins de 15% de leurs véhicules opérationnels. Dans certains cas, ce que l'organigramme désignait comme un bataillon blindé équivalait en pratique à 3 ou 4 chars dispersés, sans communication fiables entre eux, sans infanterie de soutien, sans artillerie coordonnée. Le concept même de division Panzer avait perdu tout contenu réel. Plus de la moitié des véhicules officiellement enregistrés comme en service étaient immobilisés. Non pas à cause des projectiles ennemis, mais pour des raisons à la fois banales et dévastatrices. Manque de carburant, absence de conducteurs formés, pannes accumulées que les ateliers de campagne ne pouvaient plus réparer. La doctrine de l'emploi combiné, chars, infanterie mécanisée, artillerie coordonnée, le tout fonctionnant à l'unisson sous une chaîne de commandement cohérente, s'était effondrée au point que, dans plusieurs secteurs du front, un Panzer n'entrait au combat que si son équipage parvenait à trouver du carburant abandonné par une autre unité en retraite, ou s'il pouvait récupérer des pièces du Panther hors d'usage qui avaient été stationnées dans la cour arrière d'une ferme tchèque 2 jours auparavant. En Poméranie, le tableau prenait une dimension presque fantomatique. Le front de l'Est avait pratiquement épuisé toutes les ressources disponibles dans cette région depuis des mois. Les restes de plusieurs brigades de Panzers tentaient de maintenir des lignes défensives qui n'avaient plus aucun sens militaire réel. Un Panther pouvait apparaître isolé derrière une rangée d'arbres, sans infanterie de soutien, avec son équipage épuisé après 3 ou 4 jours, sans dormir plus de quelques heures. La retraite vers l'Oder laissa des routes jonchées de véhicules immobilisés.
Beaucoup avaient été abandonnés, les trappes ouvertes et les moteurs encore chauds. Les Panzer IV survivants présentaient une fatigue structurelle extrême, des blindages rafistolés par des soudures de fortune, des transmissions échangées entre véhicules de différentes unités, des moteurs poussés au-delà de toute tolérance technique raisonnable que leurs concepteurs chez MAN ou Krupp auraient reconnu. Le Panther, le véhicule censé être le pilier technologique de la Panzerwaffe dans ces dernières années, incarnait le paradigme de l'excellence technique transformée en cauchemar logistique. Son blindage incliné de 80 mm sur le glacis avant restait efficace. Son canon KWK 42 de 75 mm, avec une vitesse initiale de près de 1000 mètres par seconde, conservait une capacité de pénétration exceptionnelle. Mais presque tous les exemplaires en service au printemps 1945 souffraient de panne de boîte de vitesse, de surchauffe chronique du moteur ou d'une usure avancée des roues intercalées. Ce système de roulement, qui, sur le papier, améliorait la répartition du poids et la stabilité sur terrain difficile, se transformait en piège mortel lorsque la boue d'Europe centrale ou la neige des derniers hivers de guerre s'accumulait entre les roues. Le nettoyage manuel nécessaire pour dégager le mécanisme pouvait durer des heures dont personne ne disposait. Le Stug 3, le canon d'assaut qui avait été pendant des années le véhicule d'appui le plus produit de toute la Wehrmacht, fonctionnait de plus en plus avec des équipages inexpérimentés. Les vétérans étaient tombés au combat lors des campagnes précédentes, dans les champs du Dniepr, dans les marécages de Biélorussie, dans les vignobles de Normandie. Les hommes qui conduisaient ces chars au printemps 1945 étaient souvent des jeunes de 17 ou 18 ans n'ayant reçu que quelques semaines d'instruction. Les pannes mécaniques les plus courantes comprenaient des défaillances de la boîte de vitesse dues à l'utilisation de rapports inappropriés, la surchauffe des moteurs Maybach causée par un blocage partiel des prises d'air et des problèmes de traction sur les chenilles usées par des kilomètres de campagne ininterrompus sans entretien adéquat. À Prague, la situation devint véritablement chaotique au début du mois de mai. L'insurrection tchèque éclata alors que des blindés allemands étaient encore dispersés en Bohême, certains appartenant à des unités officielles de la Wehrmacht et de la Waffen-SS, d'autres à des groupements improvisés mêlant des soldats de différents corps d'armée à des policiers militaires et du personnel de l'arrière qui n'avaient jamais conduit de chars de combat. Un Panzer pouvait passer des mains des Allemands à celles des Tchèques en quelques heures, selon qui contrôlait un carrefour précis ou un dépôt de carburant. Dans les zones industrielles de la périphérie de Prague, on voyait apparaître des Tiger 1 et des Tiger 2 qui n'avaient jamais été destinés au combat urbain, stationnés dans des cours d'usine où des mécaniciens allemands épuisés avaient tenté sans succès de les réparer pendant des semaines. Leur taille monumentale contrastait brutalement avec la fragilité logistique du moment. Aucun Tiger 2 ne pouvait se déplacer sans de grandes quantités de carburant, entre 2 et 3 litres par kilomètre en terrain difficile, qu'aucune chaîne d'approvisionnement allemande ne pouvait plus fournir. Beaucoup restèrent immobilisés après avoir parcouru à peine quelques centaines de mètres depuis les ateliers. À Vienne, la situation avait suivi une trajectoire similaire quelques semaines auparavant. Les vestiges de divisions blindées d'élite, en particulier des unités de panzer-grenadiers accompagnées de véhicules de soutien, tentaient de retarder l'avance soviétique dans la banlieue de la ville. De petits groupes de Tiger 2 et de Jagdpanther menaient des embuscades de très courte durée, tirant 2 ou 3 fois sur les colonnes de l'armée rouge avant de se replier pour ne pas se retrouver isolés. Les retraites étaient aussi brèves que désespérées, car le carburant ne permettait guère de parcourir plus de 2 ou 3 kilomètres. Les équipages savaient que chaque mouvement pouvait être le dernier. Dans certains cas, les Panthers fraîchement réparés parcouraient quelques mètres avant qu'une panne mécanique ne les immobilise à jamais, condamnant leurs hommes à poursuivre la retraite à pied, abandonnant les véhicules au milieu des rues pavées. Le Tiger 1, qui avait autrefois été la terreur des blindés alliés en Afrique du Nord, sur le front de l'Est, en Italie, n'était plus qu'un élément marginal en 1945. Il ne restait que très peu d'exemplaires opérationnels. La plupart avaient été épuisés par des années de combats intenses. Le Tiger 2, bien qu'impressionnant sur le papier, vivait davantage de sa réputation que de son influence réelle au combat. Avec un poids de près de 70 tonnes, une consommation de carburant insoutenable et des pannes fréquentes, il ne pouvait opérer que lorsque les conditions logistiques s'y prêtaient exceptionnellement. Ce qui, au printemps 1945,
n'arrivait pratiquement jamais. Le Hetzer, en revanche, représentait l'autre facette de l'ingénierie allemande. Petit, compact, efficace, relativement facile à entretenir. Sa faible consommation de carburant, environ 1 litre par kilomètre en terrain normal, et sa robustesse mécanique lui ont permis de survivre bien au-delà de ce qu'aurait pu espérer n'importe quel planificateur du ministère de l'armement de Speer. De nombreux Hetzer retrouvés en Bohême à la fin de la guerre étaient pratiquement intacts, ce qui démontrait avec une clarté brutale qu'en matière d'armement militaire, c'était la simplicité et non la complexité était la véritable clé de la survie technique. La chaîne logistique du Reich s'était fragmentée en un essaim de messages contradictoires. Il y avait des ordres exigeant de résister jusqu'au dernier homme et des directives parallèles autorisant des retraites immédiates. En une même nuit, un commandant de compagnie pouvait recevoir l'ordre de détruire tout le matériel lourd, puis, quelques heures plus tard, un autre lui demandant de le conserver pour une contre-attaque imaginaire. Les officiers de logistique ne savaient plus quelles unités devaient recevoir du carburant. Les responsables de la maintenance ignoraient où se trouvaient les véhicules affectés à leurs ateliers. Les commandants de bataillon perdaient le contact avec leur compagnie car les lignes téléphoniques étaient saturées et les opérateurs radio ne disposaient pas de fréquences claires. Dans de nombreux cas, les équipages ont choisi de sauver leur vie en remettant leurs véhicules intacts aux Alliés. La logique était simple. Les chars en bon état suscitaient un intérêt technique, ce qui augmentait les chances d'un traitement plus sûr lors de la reddition. Ce comportement est devenu particulièrement fréquent dans les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai lorsqu'il est devenu évident pour quiconque avait des yeux que la guerre était définitivement perdue. Certains Panthers furent remis avec leur manuel technique, d'autres avec des munitions complètes et des équipages prêts à expliquer le fonctionnement des systèmes. Ces véhicules, remis sans combat, seraient précisément ceux qui intéresseraient le plus les équipes de renseignement technique alliées dans les semaines suivantes. Lorsque l'Allemagne nazie s'est effondrée, les Alliés n'ont pas attendu le silence des canons pour lancer leurs opérations de récupération technique. Ils ont commencé avant, bien avant. Aux États-Unis, des équipes de ce que le commandement désignait officiellement sous le nom d'Ordnance Technical Intelligence, renseignement technique sur l'armement, devançaient les unités de combat pour inspecter les ateliers, les entrepôts industriels et les usines avant que les soldats n'aient le temps d'emporter des souvenirs ou de détruire ce qu'ils ne comprenaient pas. Ces spécialistes, formés pour reconnaître les composants de valeur au milieu du chaos d'une retraite, documentaient chaque découverte à l'aide de photographies, de schémas techniques et de descriptions détaillées qui étaient envoyées par valise diplomatique au commandement central. Leur mission était double, s'assurer de l'intégralité des exemplaires de Tiger II, Panther ou de chasseurs de chars spécifiques et recueillir toutes les informations techniques accessibles sur leur fabrication et leur maintenance. Cela comprenait les plans originaux, les moules de fonderie, les matrices d'estampage, les manuels techniques et les listes de pièces de rechange. Parfois, les équipes trouvaient des véhicules intacts dans des hangars de fortune, dans des ateliers de réparation qui avaient été interrompus en plein travail ou sur des quais ferroviaires à l'arrêt au milieu d'une voie secondaire. Certains Panthers ont été retrouvés avec les protections en caoutchouc encore en place sur le canon, sans aucun signe visible d'avoir participé à un combat. C'était le résultat paradoxal d'une production industrielle qui, jusqu'à la fin, continuait à fabriquer plus de véhicules que l'effondrement logistique ne permettait d'en mettre en service. Les chars s'accumulaient dans les dépôts car il n'y avait ni carburant pour les faire rouler, ni équipage suffisant pour les conduire. L'objectif final de l'effort américain était de transporter les blindés capturés jusqu'à l'Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Ce centre d'essais balistiques et d'analyse d'armement allait devenir le principal laboratoire où l'ingénierie des Panzers serait disséquée, pièce par pièce. Un Tiger II capturé dans la région de Cassel a voyagé démonté dans plusieurs trains jusqu'au port d'Anvers où il a été embarqué à destination des États-Unis. Le processus de transfert était extrêmement complexe. Il fallait sécuriser le châssis de 69 tonnes dans la cale du navire, protéger les surfaces internes de la corrosion marine pendant la traversée, fixer le canon de 88 mm pour éviter tout dommage structurel et s'assurer que les vibrations du voyage transatlantique n'affecteraient pas les mécanismes délicats de la tourelle. C'était, à tous égards,
comme transporter une locomotive blindée. Au cours des mois suivants, Aberdeen allait devenir ce que certains techniciens décrivirent comme un cimetière sélectif de Panzers, où l'ingénierie allemande serait soumise à des essais balistiques destructifs, à des études métallurgiques et à des comparaisons systématiques avec les Sherman et les Pershing américains. Les ingénieurs américains tirèrent différents types de projectiles contre les plaques frontales et inclinées du Panther afin d'examiner les déformations de l'acier. Ils ont réalisé des essais de résistance sur les transmissions et les moteurs. Ils ont comparé les optiques Zeiss des viseurs allemands à leurs équivalents américains. Les rapports générés à Aberdeen en 1945 et 1946 allaient influencer directement la conception des chars Patton qui allaient apparaître dans les années suivantes. Le Royaume-Uni a déployé ses propres équipes spécialisées sous la coordination du MI10 et du RAC Technical Staff. Ils se sont concentrés dans le nord de l'Allemagne, où la densité industrielle était plus importante et la variété de véhicules disponibles plus large. Leur méthode était minutieuse et systématique. Ils inspectaient chaque véhicule abandonné, déterminaient s'il pouvait se déplacer par ses propres moyens, vérifiaient l'intégrité de la transmission, évaluaient si le moteur avait des chances d'être remis en état. Si le char présentait un intérêt pour des études ultérieures, il était remorqué vers une zone sécurisée, où des réparations minimales étaient effectuées pour le rendre apte au transport. Plusieurs Panther Tiger 1 et Tiger 2 sont ainsi arrivés au Royaume-Uni. Le Museum of Tank Technology de Bovington, qui des décennies plus tard allait devenir l'un des principaux centres mondiaux de conservation de blindés, a reçu à cette époque certains des spécimens les plus précieux. Les Britanniques avaient un intérêt spécifique et concret. Ils voulaient comprendre pourquoi leurs chars avaient continué à prendre feu en Normandie face aux Panthers. Ils voulaient comprendre comment le blindage frontal du Tiger II résistait à des projectiles qui transperçaient sans difficulté d'autres véhicules. L'analyse des plaques inclinées, des systèmes optiques et des solutions internes de la transmission ne répondait pas uniquement à une curiosité technique. Elle répondait à la nécessité stratégique de préparer de nouvelles générations de blindés britanniques dans un monde qui anticipait déjà, avec une clarté croissante, les tensions de l'après-guerre. À Bovington, des essais de pénétration furent menés sur des parties spécifiques des blindages allemands, comparant les effets de différents projectiles et calibres. Les ingénieurs démontèrent des transmissions et des moteurs Maybach pour analyser étape par étape le niveau de tolérance mécanique. Chaque découverte alimentait des manuels de référence internes qui influenceraient le développement des Centurions et de leurs successeurs. L'Union soviétique, qui avait combattu pendant 4 ans les blindés allemands dans des conditions extrêmes, opérait dans la zone orientale selon une méthodologie qui lui était propre et en ce qui concerne l'ampleur de ses opérations, à une échelle considérablement plus vaste que celle de ses alliés occidentaux. Les Trofeini Brigadi, brigade des trophées, agissaient en tant qu'équipe spécialisée chargée de récupérer les machines, les outils et la documentation technique des installations capturées. Ces brigades ne recherchaient pas seulement des exemplaires de Tiger II ou de Jagd Panther. Elles recherchaient des centres d'usinage complets, des presses hydrauliques, des équipements de soudage de précision, tout ce qui avait rendu possible la production de ces machines. L'attention soviétique s'est particulièrement portée sur les transmissions, les systèmes de suspension et les optiques. Bien que l'URSS eût développé le T-34, un véhicule d'une efficacité extraordinaire dans les conditions du front de l'Est, ses ingénieurs reconnaissaient en interne que certaines caractéristiques du Panther et du Jagdpanther représentaient des avancées qu'il fallait comprendre pour la conception des futurs chars. Kubinka, le principal centre d'essai de blindés soviétiques, se remplit de Tiger II capturés, certains presque intacts, d'autres endommagés mais encore fonctionnels pour des expériences balistiques et mécaniques. La méthodologie d'essai soviétique était nettement plus agressive que celle des Anglo-Américains. Des projectiles de 100 et 122 mm étaient tirés à répétition contre les plaques frontales afin d'étudier le schéma exact de rupture de l'acier. Les véhicules étaient souvent rendus inutilisables après quelques heures d'essai, mais les données obtenues étaient jugées plus précieuses que la conservation des exemplaires. À Nuremberg, l'usine MAN, responsable de la conception et de la production principale du Panther, devint une cible prioritaire pour les équipes américaines.
Il ne s'agissait pas seulement de sécuriser les bâtiments. Les moules de fonderie des tourelles, les machines à laminer le blindage et les archives contenant les schémas techniques avaient une valeur qu'aucune somme d'argent ne pouvait quantifier avec précision. À Cassel, l'usine Henschel, où les Tiger II avaient été assemblés, était une cible que tant les Britanniques que les Américains souhaitaient inspecter de toute urgence. La structure partiellement en ruine du complexe dissimulait des sections encore utilisables, des parties de chaînes de montage, des outils d'alignement de tourelles, des sections du train de roulement, et même, dans certains cas, des prototypes qui n'avaient pas été achevés. En Autriche, l'usine de Nibelungenwerk, dédiée au Panzer IV dans sa phase finale, fut capturée pratiquement intacte. Bien qu'il n'y eût plus d'ouvriers et que les véhicules partiellement assemblés fussent éparpillés sur le sol du hall principal, les machines industrielles étaient encore en relativement bon état. À Berlin, le complexe d'Alket, où le Stugé 3 avait été produit, offrait un spectacle radicalement différent. Des bâtiments en ruine, des chaînes de montage détruites par les bombardements alliés, des véhicules incomplets qui ne recevraient jamais ni moteur ni tourelle. Les tensions entre alliés étaient inévitables et à plusieurs reprises, elles débouchèrent sur des affrontements directs. Des unités américaines et britanniques arrivèrent presque simultanément dans des entrepôts contenant des prototypes ou des véhicules uniques, ce qui donna lieu à des disputes pour savoir qui avait le droit de revendiquer ce matériel. Dans certains cas, les soldats se contentaient de remorquer les véhicules qu'ils pouvaient déplacer le plus rapidement, laissant derrière eux ceux qui nécessitaient des réparations complexes. L'URSS, quant à elle, s'emparait systématiquement de tout ce qu'elle trouvait et le transportait sans délai vers l'Est, dans des trains qui partaient chargés de machines allemandes. À plusieurs reprises, des usines entières, avec leurs tours, leurs presses, leurs outils de calibrage, disparurent de la carte industrielle allemande en quelques jours. Le transfert de connaissances prit également une dimension humaine. À mesure que les puissances occupaient les usines, les ateliers et les centres d'essai, elles commencèrent à interroger et à recruter temporairement des ingénieurs allemands. Beaucoup d'entre eux appartenaient à MAN, où le Panther avait été perfectionné. D'autres venaient de Henschel, responsable du Tiger II. Un nombre considérable faisait partie du personnel d'Alket. Lorsqu'on les trouvait, beaucoup n'avaient pas l'allure de scientifiques d'élite, c'étaient des ouvriers épuisés qui avaient vu leur monde industriel s'effondrer. Mais dès qu'on les emmenait dans les installations occupées, ils retrouvaient avec une rapidité remarquable la précision technique avec laquelle ils avaient travaillé avant l'effondrement. Ils expliquaient comment assembler une tourelle de Panther. Ils décrivaient la fonction exacte de chaque roulement dans l'engrenage planétaire de la transmission. Ils détaillaient le processus de fabrication du blindage incliné, la composition exacte de l'acier, les températures de laminage, les traitements thermiques, les variations qui apparaissaient lorsque les lots de matières premières de 1944 et 1945 arrivaient avec des qualités irrégulières en raison des problèmes d'approvisionnement. Un autre sujet présentant un intérêt extrême pour les techniciens alliés était l'optique allemande. Les viseurs Zeiss et les lunettes de visée des chars avaient acquis une réputation qui se confirmait à chaque analyse. La pureté du verre, le polissage extraordinairement fin des lentilles, l'alignement interne grâce à des mécanismes calibrés à la main, la robustesse des supports métalliques qui absorbèrent les vibrations du tir. À Aberdeen, à Bovington et à Kubinka, on commença à étudier ces caractéristiques afin de les intégrer dans les développements ultérieurs de la guerre froide. Les optiques n'étaient pas de simples accessoires de visée. Elles faisaient, en conditions de combat réelles, la différence entre un premier tir qui touchait sa cible et un tir nécessitant des corrections successives alors que l'ennemi s'était déjà repositionné. Lorsque les véhicules capturés arrivaient enfin sur les terrains d'essai, une phase radicalement différente commençait. À Aberdeen, des Panthers démontés, des Tiger II à moitié détruits et des chasseurs de chars allemands côtoyaient des Sherman et des Pershing. Chaque pièce était une donnée. Chaque défaillance enregistrée, une leçon pour les blindés du futur. Détruire des milliers de tonnes de blindés à travers l'Europe n'était pas une tâche qui pouvait être accomplie avec élégance. Une fois que les Alliés eurent fini d'extraire les informations techniques dont ils avaient besoin et s'étaient assurés que les véhicules non retenus pour l'étude ne pourraient être utilisés dans aucun scénario de guerre imaginable,
commença la phase la plus routinière et, en même temps, la plus monumentale du processus, l'élimination systématique de tout le matériel blindé allemand. Les décisions du Conseil de contrôle allié, l'organisme quadripartite qui régissait les affaires militaires de l'Allemagne occupée, ont établi, entre 1945 et 1948, un cadre de démilitarisation absolument total. L'Allemagne, dans aucune de ses zones d'occupation, ne pouvait posséder ni produire de chars sous aucun prétexte. Il s'agissait d'une interdiction sans exception et à exécution immédiate. La logique qui guidait ces mesures était celle des leçons historiques les plus récentes. Les Alliés avaient vu de leurs propres yeux comment, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait reconstruit sa puissance militaire à partir de structures occultes, d'ingénieurs dispersés et de projets clandestins camouflés sous des institutions civiles. La police, les associations sportives, les clubs d'aviation. Cette erreur ne devait pas se répéter. Les images de colonnes de chars avançant à travers les Pays-Bas, la France et les steppes soviétiques entre 1939 et 1941 étaient trop fraîches dans la mémoire institutionnelle des commandants alliés pour laisser la moindre brèche ouverte. Un châssis à demi enterré, une tourelle sans canon, un moteur entreposé dans une grange, n'importe laquelle de ces pièces pouvait se transformer, dans les ateliers clandestins d'une Allemagne hypothétique et revancharde, en un élément constitutif de quelque chose de dangereux. La destruction a pris de multiples formes selon la région, les ressources disponibles et l'urgence politique du moment. Dans les grands centres urbains où les panzers avaient été dispersés dans des dépôts, des gares de triage et des hangars à moitié détruits, des processus industriels de broyage et de fonte ont été organisés. Des équipements de découpe mécanique démontaient les véhicules couche par couche. On retirait d'abord les tourelles, puis les plaques de blindage. Enfin, les châssis étaient découpés en blocs maniables pouvant être transportés vers des fours de fonderie. Là, les restes des Panther, Tiger, Jagd Panther et Stugge se transformaient en acier fondu, qui serait ensuite utilisé pour fabriquer des outils, des poutres pour la reconstruction urbaine et des pièces industrielles de l'après-guerre. Le métal allemand qui, autrefois, avait été forgé pour résister aux impacts de projectiles de 76 mm, devenait une matière première pour les usines produisant des machines agricoles ou des châssis de fenêtres destinés aux immeubles d'habitation que l'Europe devait construire de toute urgence. Dans les zones rurales, la destruction prenait un caractère moins technique et plus pragmatique. L'ordre d'éliminer les véhicules était exécuté en les poussant dans des ravins, en les jetant dans des rivières ou en les enterrant dans de profondes fosses recouvertes de terre et de gravats. Certains chars furent délibérément coulés dans des lacs et des réservoirs dans l'idée qu'ils ne seraient jamais récupérés. L'image d'un panthère s'enfonçant lentement dans l'eau, tiré par un tracteur allié, n'avait rien de cérémoniel. Il s'agissait simplement de l'exécution d'un ordre administratif. Dans certaines régions d'Autriche et de Tchécoslovaquie, où les infrastructures étaient trop endommagées pour permettre un processus industriel ordonné, les Alliés recouraient à la dynamite. Des charges étaient placées à des points stratégiques du châssis et déclenchées pour déformer complètement les plaques de blindage et faire s'effondrer les structures internes. L'explosion soulevait des nuages de poussière et de fragments métalliques qui tombaient comme une pluie sur des champs en friche. Ce qui restait après la détonation n'était plus un char. C'était une masse informe d'acier tordu qui ne pourrait plus jamais fonctionner, quelles que soient les circonstances. Les incendies contrôlés faisaient également partie du répertoire. Dans des dépôts où s'accumulaient des dizaines de véhicules endommagés, on aspergeait de carburant les blindés et on y mettait le feu, laissant les températures extrêmes déformer l'acier et détruire les mécanismes internes. Cette méthode était particulièrement courante pour les véhicules ayant subi des dommages graves ou conservant des munitions dans leurs compartiments. La détonation spontanée des projectiles stockés accélérait la destruction et réduisait le risque de manipulation ultérieure. Dans des hangars abandonnés, les Panzer et les Tiger ressemblaient à des silhouettes fantomatiques au milieu d'un incendie qui effaçait toute trace technique avec une efficacité que les Alliés jugeaient satisfaisante. En Tchécoslovaquie, les dépôts étaient particulièrement volumineux. Après le soulèvement de Prague et la capture des derniers blindés allemands en Bohême, des centaines de Panther, Hetzer, Stugge III et Panzer IV furent rassemblés sur des esplanades où des équipes soviétiques supervisaient leur destruction. Certains véhicules étaient en meilleur état que d'autres.
Il y avait des panthères intactes sur lesquelles le camouflage Ambush de 1945 était encore visible. Des Hetzer tout juste sortis d'usine qui n'avaient jamais connu le combat. Des Stug qui conservaient encore toutes leurs munitions dans leurs chargeurs. Le climat d'Europe centrale, humide et changeant, accélérait la corrosion. Chaque averse qui s'abattait sur les tôles inclinées semblait effacer un peu plus l'histoire technique que ces machines incarnaient. En Pologne, le processus fut plus dispersé. Dans les régions où les combats avaient été particulièrement intenses, les champs étaient parsemés de véhicules allemands hors d'usage que personne n'avait retirés depuis des mois. Les équipes polonaises et soviétiques les rassemblaient dans des gares ferroviaires, des cours de ferme et à l'orée des forêts où la destruction était effectuée avec les moyens disponibles. Dans certains cas, les chars étaient poussés vers des fossés naturels et abandonnés. Dans d'autres, de la dynamite militaire finissait de détruire ceux dont les structures étaient trop rigides pour être facilement découpées. Des décennies plus tard, des agriculteurs polonais continuaient de trouver des fragments de blindage dans la terre labourée. Et parfois, les restes d'un panthère complet émergeaient partiellement lorsque les pluies printanières emportaient les couches superficielles du sol des champs qui avaient été le théâtre d'opérations en 1944. L'Autriche concentrait également une part importante du matériel blindé. Sa proximité avec les usines de Nibelungenwerk et de Steyr faisait que de nombreux véhicules incomplets finissaient par s'y accumuler. Dans les dépôts à la périphérie de Linz s'empilaient des tourelles, des canons et des châssis qui n'avaient jamais été assemblés. La destruction dans cette zone prit un caractère industriel plus ordonné. Les ateliers qui, quelques mois auparavant, fabriquaient des composants pour l'armée allemande furent reconvertis en centres où l'on fondait le métal provenant des panzers eux-mêmes. L'ironie historique était presque littéraire. La chaîne de production qui avait donné vie au blindage allemand servait désormais à le démanteler massivement. Malgré la fermeté des politiques alliées, il n'y eut pas de coordination parfaite entre les quatre puissances. Dans certaines régions, les Américains détruisaient des véhicules que les Britanniques voulaient conserver à des fins d'études. Les Soviétiques transportaient vers l'Est des blindés que les Occidentaux pensaient qu'ils allaient démanteler sur place. Des prototypes expérimentaux qui auraient été cruciaux pour comprendre l'évolution technique de l'armement allemand furent détruits avant d'être répertoriés. L'objectif stratégique, éliminer toute trace du potentiel militaire allemand, primait toujours sur toute considération historiographique ou muséographique. L'élimination totale ne fut pas appliquée avec une rigueur mathématique. En de nombreux endroits, notamment dans les zones boisées ou marécageuses, certains véhicules restèrent enfouis ou semi-enfouis sans que les équipes alliées ne les détectent jamais. Dans les régions où la ligne de front avait évolué rapidement, plusieurs chars sont restés invisibles sous terre pendant des décennies. Ce sont eux qui ont été les protagonistes des découvertes spectaculaires du XXIe siècle, lorsque certains Panzer et Stug ont refait surface dans un état presque intact après avoir passé 70 ans cachés. Lorsque le matériel blindé du Reich fut démantelé en Allemagne, une partie considérable de ses restes mécaniques connut un sort bien différent de celui des fosses de destruction ou des fours de fusion. À divers endroits en Europe, en particulier dans les pays qui avaient hérité d'importantes concentrations de blindés allemands au cours des derniers mois de la guerre, une logique différente s'imposa. Tirer parti de ce qui avait encore une valeur opérationnelle. Aucun pays ne joua un rôle plus significatif dans cette histoire que la Tchécoslovaquie et la France. Le cas tchèque était exceptionnel pour des raisons liées tant à la géographie industrielle qu'aux particularités de la fin de la guerre en Bohême. Le territoire tchèque, où se trouvaient installations telles que celle de la Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, connue universellement sous le nom de BMM, avait été un centre névralgique de l'industrie blindée du Reich durant ces dernières années. C'est là qu'avaient été produits, surtout à partir de 1943, des centaines de chasseurs de chars Hetzer et des composants essentiels pour les Panzer IV. Lorsque les Allemands se retirèrent et que les forces soviétiques prirent le contrôle de la région, de nombreux blindés en relativement bon état se retrouvèrent dispersés dans les forêts, sur les routes et dans les ateliers. Certains avaient été abandonnés sans subir de dommages visibles. D'autres étaient incomplets mais réparables. Beaucoup comportaient des pièces neuves ou semi-montées qui n'étaient jamais à front.
Cette combinaison unique de véhicules finis, de véhicules endommagés et d'un immense parc de pièces de rechange fit de la Tchécoslovaquie le plus grand dépôt d'après-guerre de technologie blindée allemande qui existait en dehors des champs d'essai alliés. Ce qui rendait le cas tchèque vraiment unique, c'est que les ingénieurs et les mécaniciens locaux savaient comment travailler avec ces machines. L'expérience industrielle accumulée pendant les années d'occupation leur conférait un avantage que peu de pays en Europe possédaient. Ils savaient comment assembler un Hetzer, comment régler la transmission d'un Panzer IV, comment réparer le système de suspension à barre de torsion d'un Panther. L'Union soviétique, soucieuse de consolider le bloc de l'Est, mais également consciente de l'intérêt stratégique de maintenir des unités blindées opérationnelles, tout en achevant la transition vers les nouveaux chars soviétiques, approuva la réutilisation immédiate des Panzers existants. En peu de temps, la Tchécoslovaquie intégra à son armée des dizaines de Panzer IV et de Panther, ainsi qu'un nombre important de Hetzer qui allait devenir le cœur de sa force blindée dans l'immédiat après-guerre. Le Hetzer fut, de loin, le véhicule le mieux adapté aux besoins tchèques. Son profil bas, son canon de 75 mm, doté d'une capacité anti-char compétente et sa robustesse mécanique en faisaient un blindé extrêmement polyvalent pour une nation qui devait défendre ses frontières avec des ressources limitées. Ce que peu de gens imaginaient, c'est que la Tchécoslovaquie n'utiliserait pas seulement les Hetzer existants, mais continuerait à les produire. Les ateliers de BMM, qui avaient fabriqué le Hetzer pour l'armée allemande, maintinrent leur chaîne de production en activité, cette fois sous contrôle local, produisant de nouveaux exemplaires destinés à être vendus à d'autres pays. La Suisse acquit des lots de Hetzer tchèques d'après-guerre pour son armée. La Syrie devint un autre client. Une chaîne de production qui, en théorie, aurait dû disparaître dans les ruines du Reich, continuait d'exister grâce à une nation qui avait souffert sous le joug de l'occupation allemande pendant 6 ans. Le Panther tchèque connut un destin plus compliqué. Bien que plusieurs exemplaires aient été disponibles et aient pu être réparés, leur entretien s'avéra considérablement plus difficile en raison de la sophistication de la transmission et de l'usure accumulée au cours des derniers mois de campagne. Malgré tout, la Tchécoslovaquie parvint à maintenir en service un nombre limité de Panthers pendant quelques années. Ces véhicules furent utilisés lors d'exercices militaires et de patrouilles occasionnelles, servant d'unité de transition pendant que le pays recevait les T-34/85 soviétiques qui allèrent bientôt remplacer toute trace de l'armement allemand. Le Panther aux mains des Tchèques était un parfait exemple du contraste entre excellence technique et fragilité logistique. Il pouvait rester un formidable système de combat, mais son entretien exigeait un niveau d'ingénierie que même une nation industrialisée ne pouvait soutenir que temporairement. Le Panzer IV a trouvé dans l'armée tchèque une seconde vie plus longue que celle du Panther. Sa mécanique relativement accessible et la disponibilité relative de ses pièces de rechange lui ont permis d'être utilisé aussi bien pour l'entraînement que lors de manœuvres réelles pendant plusieurs années. Certains Panzer IV tchèques finirent par servir de plateforme d'artillerie automotrice improvisée. Lorsqu'ils furent finalement retirés du service, beaucoup finirent entreposés dans des dépôts militaires, d'où certains furent plus tard vendus à d'autres pays, d'autres démantelés, et quelques-uns conservés par des musées ou des collectionneurs. La France a connu une histoire parallèle, mais avec des motivations différentes. Le pays avait subi d'énormes pertes matérielles pendant la guerre et avait un besoin urgent de reconstruire son armée blindée. Bien que l'approvisionnement en chars américains se soit intensifié après 1945, la France a vu dans les Panzers capturés une opportunité immédiate de renforcer ses unités blindées. Ce qui est surprenant, c'est que les Français n'ont pas seulement utilisé des véhicules qu'ils avaient capturés directement sur le champ de bataille. Ils ont également reçu des blindés que les Américains et les Britanniques avaient récupérés et qu'ils leur transféraient dans le cadre d'accords techniques temporaires. La relation des Français avec le Panther était un mélange intéressant d'admiration et de frustration pratique. Le véhicule faisait preuve d'une précision de tir exceptionnelle et d'un blindage frontal impressionnant, mais offrait une fiabilité mécanique inégale. Les transmissions répondaient bien pendant les premiers kilomètres, mais avaient tendance à tomber en panne lors de manœuvres brusques ou sur des terrains accidentés. Ce comportement variable a conduit les techniciens français à le considérer à la fois comme une machine exceptionnelle et un risque opérationnel. Malgré ces problèmes,
Le Panther a servi dans des unités de l'armée française jusqu'à la fin des années 1940, participant à des exercices militaires destinés à former de nouvelles générations d'équipages et d'officiers. Sa dernière participation notable eut lieu lors d'essais comparatifs incluant des chars français et américains contemporains. À l'issue de ces études, la France conclut que son avenir devait s'orienter vers des véhicules plus faciles à entretenir. Le retrait définitif des Panthers français eut lieu vers 1949. La Yougoslavie offrait un autre théâtre de paradoxes mécaniques. Le pays avait été le théâtre de combats d'une violence extraordinaire entre partisans, oustachis, chetniks, allemands et italiens. À la fin de la guerre, des dizaines de Stug 3 et de Panzer IV étaient dispersés sur le territoire, certains intacts, d'autres endommagés, beaucoup abandonnés sur des positions qui avaient perdu tout sens militaire au cours des derniers jours de la retraite allemande. Le nouvel État yougoslave dirigé par Tito vit dans ses blindés une opportunité immédiate de renforcer ses forces blindées sans dépendre exclusivement de l'équipement soviétique, avec lequel les relations commençaient à se compliquer. Les brigades d'ateliers militaires yougoslaves réussirent à redonner vie à des véhicules qui avaient été abandonnés sur des routes forestières, au bord de rivières ou à l'intérieur de granges, où leurs équipages avaient tenté de les cacher. Des photographies de la fin des années 1940 montrent des Panzer IV défilant à Belgrade, conservant encore leurs lignes angulaires caractéristiques, leurs jupes latérales et la tourelle qui avait défini les chars moyens allemands depuis 1942. En Bulgarie et en Roumanie, l'histoire a suivi un parcours parallèle marqué par la brièveté. Ces deux pays, initialement alliés de l'Axe puis intégrés au bloc soviétique, ont hérité de blindés allemands qui avaient été en service pendant la guerre. Les Panzer IV roumains avaient participé à la campagne de l'Est jusqu'à ce que la Roumanie change de camp en août 1944. Après la guerre, certains d'entre eux furent maintenus temporairement en service avant d'être remplacés par du matériel soviétique. La Bulgarie conserva des Stug 3 capturés pour des missions d'entraînement et de défense intérieure pendant quelques années. Et puis il y avait la Syrie. La présence des Panzer IV au Moyen-Orient constitue l'un des chapitres les plus insolites et inattendus de toute cette histoire. Au cours des années 1950, la Syrie cherchait à renforcer son armée dans un contexte régional marqué par des tensions internes et des conflits frontaliers, et l'acquisition de matériel blindé moderne s'avérait coûteuse et politiquement compliquée. La Tchécoslovaquie, qui conservait encore une partie de ses Panzer IV, trouva en Syrie un acheteur disposé à les acquérir. Lorsque le matériel blindé du Reich fut démantelé en Allemagne, une partie considérable de ses restes mécaniques connut d'un sort bien différent de celui des fosses de destruction ou des fours de fusion. À divers endroits en Europe, en particulier dans les pays qui avaient hérité d'importantes concentrations de blindés allemands au cours des derniers mois de la guerre, une logique différente s'imposa. Tirer parti de ce qui avait encore une valeur opérationnelle. Aucun pays ne joua un rôle plus significatif dans cette histoire que la Tchécoslovaquie et la France. Le cas tchèque était exceptionnel pour des raisons liées tant à la géographie industrielle qu'aux particularités de la fin de la guerre en Bohême. Le territoire tchèque, où se trouvaient installations telles que celle de la Böhmische Mährische Maschinenfabrik, connue universellement sous le nom de BMM, avait été un centre névralgique de l'industrie blindée du Reich durant ces dernières années. C'est là qu'avaient été produits, surtout à partir de 1943, des centaines de chasseurs de chars Hetzer et des composants essentiels pour les Panzer IV. Lorsque les Allemands se retirèrent et que les forces soviétiques prirent le contrôle de la région, de nombreux blindés en relativement bon état se retrouvèrent dispersés dans les forêts, sur les routes et dans les ateliers. Certains avaient été... Lorsque le matériel blindé du Reich fut démantelé en Allemagne, une partie considérable de ses restes mécaniques connut d'un sort bien différent de celui des fosses de destruction ou des fours de fusion. À divers endroits en Europe, en particulier dans les... Avant d'évoquer ce qu'il advint des armes du Reich après la guerre, il convient de rappeler comment cet arsenal cessa d'exister, avant même que la capitulation ne soit signée. Au début de l'année 1945, l'appareil militaire allemand continuait d'exister sur le papier. Les organigrammes n'avaient pas été dissous. Les ministères continuaient à émettre des ordres.
Les chiffres de production continuaient d'être consignés dans des rapports envoyés au Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, le ministère d'Albert Speer, des données qui avaient de moins en moins de rapport avec la réalité sur le terrain. Ce qui s'était effondré, ce n'était pas la bureaucratie. C'était la base physique sur laquelle tout reposait. L'industrie de l'armement allemande dépendait d'un réseau d'approvisionnement extrêmement précis comprenant le charbon des bassins de la Ruhr et de Silésie, l'acier des hauts fourneaux de Bochum et d'Essen, l'électricité d'un réseau que les bombardements avaient systématiquement dégradé, le transport ferroviaire pour acheminer les matières premières et les produits finis, et une main-d'œuvre qualifiée qui n'existait plus en quantité suffisante. À la fin de 1944, aucun de ces éléments n'était assuré. Les mines de charbon fonctionnaient par intermittence. Les hauts fourneaux tournaient à 40 ou 50% de leur capacité. Les centrales électriques subissaient des coupures constantes. La production d'acier, qui avait soutenu tout l'effort d'armement pendant 5 ans, chuta brutalement. Sans acier, il était impossible de fabriquer des canons, des blindages ou des châssis pour les véhicules. Les stocks accumulés au cours des années précédentes s'épuisèrent rapidement et ne purent être reconstitués. Le réseau ferroviaire était le nœud critique de l'ensemble du processus logistique et les bombardements alliés l'avaient attaqué avec une précision croissante depuis l'été 1944. Le plan de transport de la campagne aérienne alliée ne visait pas à détruire les usines qui pouvaient être reconstruites, mais à couper les nœuds du réseau ferroviaire qui reliait les usines entre elles et au front. Ateliers de réparation détruits, dépôts de locomotives mis hors service, ponts sur le Rhin et la Meuse coupés. Des wagons chargés de pièces restaient immobilisés pendant des jours ou des semaines dans des gares secondaires, sans possibilité de poursuivre leur route. Dans de nombreux cas, les matériaux ne parvenaient jamais aux usines d'assemblage où ils devaient être transformés en armes. La main-d'œuvre aggrava encore la situation. Des millions de travailleurs avaient été enrôlés pour le front. Les prisonniers et les travailleurs forcés, polonais, soviétiques, français, néerlandais, qui prenaient leur place sur les chaînes de production, manquaient souvent de la formation nécessaire pour des tâches techniques complexes. La rotation constante et la détérioration physique réduisaient l'efficacité. Même lorsque les machines continuaient de fonctionner, le nombre de pièces défectueuses augmentait. Les tolérances s'élargissaient. Les normes de qualité qui, en 1940, avaient été considérées comme non négociables, s'assouplissaient en 1945 au point de devenir sans importance. Au cours des derniers mois de la guerre, les autorités tentèrent de maintenir un semblant de contrôle. Les ministères furent réorganisés. Des objectifs de production furent annoncés qui n'avaient plus aucun rapport avec la réalité. La production de chars, d'avions et d'artillerie lourde chuta à des niveaux qui ne permettaient plus de soutenir des opérations militaires d'envergure. Parallèlement, des décisions furent prises pour détruire une partie de l'arsenal lui-même. Face à l'avancée ennemie, il fut ordonné de mettre hors d'état de fonctionner les installations, de faire sauter les dépôts et de saboter les équipements qui ne pouvaient être évacués. Ces actions ne répondaient à aucune stratégie cohérente de conservation, mais visaient à empêcher que le matériel ne tombe intact entre les mains de l'ennemi. Dans de nombreux cas, les ordres furent exécutés de manière partielle ou chaotique, mais ils contribuèrent néanmoins à réduire la quantité d'armement disponible avant même la capitulation officielle. Lorsque les forces alliées avancèrent sur le territoire allemand, elles trouvèrent un paysage industriel marqué par la destruction et la paralysie. De nombreuses usines étaient vides, d'autres étaient endommagées au point de ne pouvoir reprendre leur activité sans une reconstruction complète. La fin de l'effort d'armement ne fut marquée par aucune annonce officielle ni aucune décision stratégique. Elle résulta d'une succession de défaillances qui se renforcèrent mutuellement jusqu'à rendre le système totalement inopérant. En mai 1945, ce qui restait de l'arsenal allemand ne constituait plus une force utilisable. C'était le vestige d'un appareil industriel épuisé. Après la capitulation du 8 mai 1945, le territoire allemand fut placé sous un système de contrôle spécialement conçu pour empêcher toute reprise des activités militaires. Il ne s'agissait pas seulement d'occuper des villes ou de dissoudre des unités armées. Il s'agissait de neutraliser de manière permanente la base matérielle qui avait soutenu la guerre pendant 6 ans. Les premiers ordres du Conseil de contrôle allié ont instauré une interdiction totale de fabriquer des armes, des munitions et des composants militaires.
Cette interdiction s'étendait à toute activité susceptible de soutenir la production de guerre, outils de précision, équipements de fonderie, systèmes optiques, moteurs spécifiques, procédés métallurgiques liés au blindage. La mesure a touché des secteurs entiers de l'industrie allemande, dont beaucoup avaient orienté leur activité presque exclusivement vers des contrats de guerre pendant des années. Le démantèlement physique est devenu le pilier opérationnel du contrôle. Les autorités d'occupation ont identifié les usines clés et ont procédé à la mise hors service de leur capacité de production. Les machines-outils de grande taille ont été démontées et retirées. Les presses, les tours de haute précision, les fours industriels et les chaînes de montage ont été mis hors service. Dans de nombreux cas, les équipements ont été détruits directement sur place. Dans d'autres, il a été chargé dans des wagons et transporté hors du pays. L'Union soviétique s'est montrée particulièrement systématique dans ce processus. Des usines entières ont disparu de la carte industrielle allemande en quelques semaines, leurs machines partant vers l'Est pour être réinstallées à l'intérieur de l'URSS. Dans des régions entières, le retrait des machines a profondément bouleversé le tissu productif pendant des années. La saisie du matériel existant s'est déroulée selon des procédures systématiques. Les dépôts, arsenaux et ateliers ont été inspectés un par un. Les armes finies, fusils, mitrailleuses, pièces d'artillerie, munitions stockées ont été répertoriées et soustraites au contrôle allemand. La logistique de cette saisie a nécessité une administration considérable. Le volume de matériel était tel que son retrait n'a pas pu être achevé en quelques semaines. Des inventaires ont été organisés, des entrepôts ont été scellés, des gardes ont été mis en place pour empêcher tout accès non autorisé. Là où le transport immédiat n'était pas possible, il a été décidé d'immobiliser le matériel jusqu'à son retrait ou sa destruction ultérieure. Les mesures ne se limitaient pas aux objets, elles concernaient également les personnes. Les techniciens, ingénieurs et cadres liés à la production militaire ont été identifiés et soumis à des restrictions. Beaucoup ont été temporairement écartés des fonctions liées à l'armement ou aux machines sensibles. Le savoir-faire technique a été traité comme une ressource stratégique devant être contrôlée exactement de la même manière que les usines et les équipements. Sans ces structures et sans ces personnes, toute tentative de relancer la production aurait manqué à la fois de cadre juridique, de moyens matériels et de capacités techniques. Les différences entre les zones d'occupation ont influencé l'application de ces politiques. Dans la zone américaine, le contrôle s'est accompagné de plans de reconversion industrielle vers des usages civils sous stricte supervision. Dans la zone soviétique, le démantèlement a été plus direct et total. Dans la zone française, la moins documentée de ce processus, la mise en œuvre fut inégale et souvent déterminée par les besoins immédiats de reconstruction de la France elle-même. Le résultat, dans tous les cas, fut la perte définitive du contrôle allemand sur ses moyens de production militaire. 3 millions d'armes légères furent répertoriées et détruites au cours des premiers mois. Mais des milliers de pièces restèrent entreposées dans des hangars ou des caves. Dans les zones rurales, des civils ont trouvé des fusils et des grenades cachés par des soldats en retraite. Bon nombre de ces découvertes ont fini entre des mains privées, alimentant un marché noir qui a persisté pendant les premières années de l'après-guerre. Un marché que l'ouvrage de l'historien Giles MacDonough sur l'occupation alliée, After the Reich, publié en 2007, décrit avec une précision accablante la désintégration des structures étatiques allemandes a créé un vide dans lequel les armes et le pillage circulaient, de manière quasi incontrôlée en 1945 et 1946. Les armes capturées avaient de la valeur, mais le savoir qui les avait créées était, de l'avis de toutes les puissances alliées, d'une valeur incomparablement plus grande encore. La fin de la guerre a laissé des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens allemands sans structure, sans emploi et, dans de nombreux cas, sans identité vérifiée ni parcours documenté. Beaucoup d'entre eux étaient à la tête des projets les plus avancés du régime. Au milieu de l'effondrement général, les puissances victorieuses comprirent rapidement que la suprématie technologique et militaire future ne dépendait pas du nombre de soldats ni de l'étendue du territoire contrôlé, mais des connaissances techniques et scientifiques qui avaient permis à l'Allemagne de développer en à peine 5 ans des armes totalement inédites. Dès les premiers jours de l'occupation,
des équipes militaires américaines, britanniques et soviétiques avançaient avec des listes précises de personnes et de laboratoires à localiser. Chaque camp tentait d'arriver le premier. Dans des installations abandonnées ou à moitié détruites, on trouvait des piles de plans, des pièces de fusées, des archives cryptées, des caisses contenant des expériences inachevées. De nombreux scientifiques se rendaient volontairement, conscients que travailler pour les vainqueurs pouvait être le seul moyen de survivre et d'échapper à un procès. Le programme mis en place par les Américains, officiellement connu sous le nom de Joint Intelligence Objectives Agency et popularisé par la suite sous le nom d'Opération Paperclip, a débuté de manière informelle en 1945. Son objectif était de transférer les spécialistes les plus précieux sur le sol américain, même si leur passé politique en faisait des candidats naturels à l'exclusion de toute collaboration. La priorité était leur savoir, pas leur passé. En peu de temps, des listes comprenant des centaines de noms furent dressées. Physiciens, ingénieurs aéronautiques, spécialistes de la propulsion, médecins, chimistes, dont beaucoup avaient des liens directs avec l'appareil du régime nazi. Le programme prit de l'ampleur jusqu'à inclure plus de 1600 personnes et leurs familles. Les règles interdisant l'emploi de membres du parti nazi ou d'organisations paramilitaires ont été assouplies ou purement et simplement ignorées lorsque les personnes concernées présentaient une utilité technique suffisante. Des ingénieurs liés au développement de fusées, des chimistes ayant travaillé sur des armes toxiques et des médecins ayant participé à des expériences dans des camps de concentration ont été recrutés sans publicité ni véritable processus de vérification politique. Les rapports de sécurité mettant en garde contre leurs antécédents ont été modifiés ou classés sans suite afin de ne pas entraver les transferts. Les justifications internes invoquaient la rivalité imminente avec l'Union soviétique, qui se profilait déjà de plus en plus clairement comme la nouvelle menace stratégique. Dans ce climat, les limites éthiques ont cédé le pas à l'urgence. Les soviétiques ont appliqué une méthode similaire, mais avec moins d'euphémisme. Des équipes entières de spécialistes ont été transférées vers l'Est avec leurs familles et, dans de nombreux cas, avec leur laboratoire complet. En l'espace de quelques mois, des centaines de scientifiques allemands travaillaient pour des programmes soviétiques dans les domaines des fusées, de l'aviation et de la chimie de pointe. Les ingénieurs en propulsion qui avaient travaillé à Peenemünde se retrouvaient désormais dans des installations près de Moscou, reproduisant sous supervision soviétique les mêmes expériences qu'ils avaient menées pour le Reich. La rivalité entre les blocs devint évidente, avant même que ne soit officiellement instaurée ce qu'on appelle la guerre froide. Sur la côte baltique, entre dunes, marais et forêts de pins, s'éleva à partir de 1936 l'une des installations les plus secrètes de la Seconde Guerre mondiale. À Peenemünde, sur l'île d'Usedom, des centaines d'ingénieurs, de techniciens et de soldats travaillaient sur un projet qui allait changer à la fois l'histoire de la guerre et celle de la science. Vu de l'extérieur, le site était un terrain isolé et banal. En quelques années, il s'est transformé en un complexe comptant plus de 500 bâtiments, des pistes d'atterrissage, des tunnels d'essai souterrains et des bancs de combustion capables de résister à des températures supérieures à 2000 degrés Celsius. Leur objectif était de concrétiser une idée qui semblait relever de la science-fiction, une fusée à longue portée capable de voyager plus vite que le son et de détruire des cibles à des centaines de kilomètres de distance. Le développement a commencé avec un petit groupe de jeunes ingénieurs fascinés par l'astronautique. Ils rêvaient de l'espace. L'armée y a vu une opportunité militaire. Sous une supervision militaire croissante, l'équipe a conçu des moteurs à propergol liquide d'une poussée progressivement plus importante. Les premiers modèles s'élevaient à peine de quelques mètres avant d'exploser. Mais chaque échec servait à ajuster les soupapes, les pressions et les proportions du mélange. Avec le temps, ils parvinrent à stabiliser des moteurs dépassant les 25 tonnes de poussée, suffisamment pour lancer une charge d'une tonne à des centaines de kilomètres de distance. Peenemünde disposait de son propre réseau électrique, d'ateliers métallurgiques, de laboratoires de matériaux, de stations météorologiques. Plus de 3000 personnes y travaillaient chaque jour. Chaque département était spécialisé dans un domaine distinct, contrôle de vol, combustion, structure, aérodynamique, système gyroscopique. Les essais se multipliaient de semaine en semaine. Sur les champs d'essai, on lançait des fusées de différentes tailles.
chacune numérotée et documentée avec des calculs effectués à la main ou à l'aide de règles à calcul. Les données étaient stockées sur des milliers de feuilles qui occupaient des salles entières. Les essais d'octobre 1942 marquèrent le premier grand succès notable. Une fusée parvint à atteindre près de 90 km d'altitude et à parcourir plus de 200 km avant de s'abattre dans la mer Baltique. Pour la première fois dans l'histoire, un engin humain avait frôlé les confins de l'espace. Les observateurs militaires présents comprirent qu'ils se trouvaient face à une arme entièrement nouvelle, impossible à intercepter, d'une portée sans précédent. La production en série fut approuvée sous le nom d'A4. Le nom de propagande que le régime allait lui donner, V2 pour Vergeltungswaffe 2, arme de représailles numéro 2, allait résonner dans l'histoire pendant des décennies. Le passage des prototypes à la fabrication en série posait d'énormes défis. Chaque fusée comptait plus de 30 000 pièces. La précision des gyroscopes, l'étanchéité des réservoirs de carburant, la qualité de l'alcool éthylique et de l'oxygène liquide étaient des éléments critiques pour chaque unité. Afin de maintenir le rythme, des services de contrôle qualité furent créés et les usines d'assemblage agrandies. Cependant, la pression pour obtenir des résultats conduisit à précipiter les processus. De nombreuses fusées finissaient hors d'usage avant même d'atteindre le site de lancement. En août 1943, une série de raids aériens britanniques détruisit une partie de Peenemünde, tua des centaines d'ouvriers et rendit les pistes d'essai inutilisables. Pour la première fois, les Alliés avaient frappé directement au cœur du programme. Les responsables comprirent que la production ne pouvait plus se poursuivre à la vue de tous. Il fut décidé de transférer l'assemblage dans une zone souterraine plus sûre et plus secrète. Ce transfert marquerait la fin de la phase de laboratoire et le début de quelque chose de radicalement plus sombre. Début septembre 1944, la première fusée Fin 2 opérationnelle fut lancée depuis la côte néerlandaise en direction de Londres. Le projectile s'éleva à près de 80 km d'altitude et redescendit à plus de 1700 mètres par seconde. Aucune batterie anti-aérienne ne pouvait l'intercepter. Aucun radar ne pouvait donner l'alerte suffisamment tôt pour permettre aux civils de se mettre à l'abri. L'impact creusa un cratère de plusieurs mètres à Chiswick, à l'ouest de Londres. 2 personnes trouvèrent la mort. L'ère des armes supersoniques venait de naître. Le système de lancement exigeait une logistique complexe et itinérante. Chaque unité de tir disposait de camions-citernes spécifiques pour l'oxygène liquide, qui devait être maintenu à moins de 183 degrés sous zéro, de générateurs de secours pour les systèmes de guidage et de grues mobiles pour l'érection de la fusée. La préparation d'un tir pouvait prendre plus de 6 heures. Les équipes se déplaçaient constamment d'un tir à l'autre pour éviter les bombardements alliés. Sur des terrains boueux, sous la pluie automnale néerlandaise ou la neige hivernale, les techniciens plaçaient les fusées sur des plateformes mobiles et calculaient les trajectoires à l'aide d'instruments optiques. La marge d'erreur était importante. De nombreux missiles s'écartaient de plusieurs dizaines de kilomètres de la cible prévue. Au cours des mois suivants, plus de 3000 fusées V2 furent lancées. Près de la moitié tombèrent en panne en vol ou ne atteignirent pas leur cible. Celles qui touchèrent leur cible firent environ 9000 morts et des dizaines de milliers de blessés, principalement à Londres, Anvers et Liège. Ces chiffres étaient inférieurs à ceux causés par les bombardements alliés sur l'Allemagne au cours de la même période. Mais l'effet psychologique était différent et, pour ceux qui l'ont vécu, dévastateur. Il n'y avait pas de sirène d'alerte. Il n'y avait pas le temps de se mettre à l'abri. Le bruit de l'explosion arrivait après la destruction car le projectile se déplaçait plus vite que les ondes sonores qu'il produisait lui-même. Les rapports britanniques décrivaient l'impact comme un silence et un feu simultanés. En mars 1945, les ingénieurs reçurent l'ordre d'évacuer les vestiges du programme. Les dernières V2 furent lancées depuis le nord-ouest de l'Allemagne au début du mois d'avril. Lorsque les forces américaines arrivèrent à Nordhausen et s'emparèrent de Mittelwerk, elles confirmèrent l'ampleur du complexe souterrain et du matériel technologique qui n'avait pas pu être détruit. Des schémas techniques et des tableaux de calibrage étaient encore accrochés aux parois des tunnels. Les rapports des services de renseignement qualifièrent cette découverte de « plus important butin technologique de la guerre ». Dans les jours qui suivirent,
Des équipes spécialisées, dont le colonel Holger Toftoy et le major James Hamill de la marine américaine, commencèrent à démonter les projectiles et à emballer les composants en vue de leur transfert. En moins d'un mois, des centaines de tonnes de matériel furent expédiées par train et par bateau vers des laboratoires américains. Les Soviétiques, qui contrôlèrent le secteur oriental, menèrent des opérations similaires dans les installations situées dans leur zone. Dans certains cas, les unités des deux camps se sont retrouvées à quelques kilomètres l'une de l'autre à la recherche exactement des mêmes objets, ce qui a généré des tensions préfigurant la division à venir. Sur les sites d'essai de White Sands, au Nouveau-Mexique, les ingénieurs américains, parmi lesquels Werner von Braun lui-même et plusieurs de ses principaux collaborateurs, transférés sous les termes de l'opération Paperclip, ils reconstruisirent les fusées à partir de pièces d'origine capturées. Entre 1946 et 1951, plus de 60 lancements expérimentaux furent effectués. Chacun d'entre eux fournit des données sur le contrôle de vol, la combustion et la stabilité atmosphérique que les programmes de missiles américains intégrèrent directement. Les manuels techniques conservaient les noms et les mesures d'origine en allemand. Les résultats ont permis de développer le premier missile guidé opérationnel américain et ont jeté les bases de ce qui, des décennies plus tard, allait mener les astronautes d'Apollo sur la Lune. En Union soviétique, les expériences ont suivi un chemin parallèle sous la supervision de Sergueï Korolev, qui allait devenir, des décennies plus tard, le principal architecte du programme spatial soviétique. Les techniciens allemands transférés dans les installations soviétiques travaillaient sous étroite surveillance, mais avaient accès à des laboratoires adaptés. En quelques années, les essais sur des modèles dérivés de la V-2 aboutirent aux premiers missiles soviétiques à moyenne portée. De cette origine commune, les mêmes plans, les mêmes principes de propulsion, les mêmes calculs de trajectoire, naquirent les deux traditions de fusées qui se disputeraient l'hégémonie spatiale pendant un demi-siècle. La fin de la guerre n'a pas laissé un pays simplement vaincu, elle a laissé un territoire semé de dangers. Dans les derniers mois de 1944 et les premiers de 1945, alors que les villes brûlaient sous les bombardements alliés et que les fronts s'effondraient, les dirigeants allemands ont appliqué des ordres de destruction visant à effacer les traces de l'effort de guerre ou, à tout le moins, à priver l'ennemi de son butin. Des milliers d'usines ont été mises hors d'état de fonctionner. Des dépôts entiers de munitions ont été faits sauter. Des tonnes d'armements ont fini ensevelies sous les décombres, coulées dans les rivières et les lacs, ou jetées au fond de la mer. Les instructions de destruction ont été transmises par le cadre d'un chaos administratif qui rendait impossible leur mise en œuvre cohérente. Les commandants régionaux recevaient des ordres contradictoires. Certains devaient préserver les services de base, d'autres devaient détruire tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi. Dans les bassins industriels, les chefs locaux ordonnaient d'inonder les tunnels, de bloquer les accès et de cacher les machines dans des mines abandonnées. La désintégration de l'État allemand a transformé chaque dépôt d'armes en un problème autonome, sans coordination ni contrôle central efficace. Dans les ports de la Baltique, la Kriegsmarine a délibérément coulé des navires chargés de torpilles, de mines et de fûts de substances toxiques. Plus de 300 000 tonnes de munitions, dont une quantité importante d'armes chimiques, ont été jetées en mer de Baltique et en mer du Nord pour éviter leur capture. Projectiles d'artillerie, bombes aériennes, conteneurs de gaz moutarde, mines navales. Pendant des années, les pêcheurs de la Baltique ont continué à trouver dans leurs filets des obus, des grenades et des conteneurs corrodés renfermant des substances qui restaient mortelles. Le problème est devenu une menace écologique silencieuse que les organismes internationaux allaient continuer à documenter des décennies plus tard. Les rapports des autorités alliées faisaient état de centaines de dépôts cachés à terre. Dans des mines de sel du centre et du sud de l'Allemagne, on découvrit des conteneurs métalliques renfermant des gaz toxiques, le tabun et le sarin, les deux agents neurotoxiques que les laboratoires du professeur Gerhard Schrader avaient mis au point dans les années 1930 et que le Reich avait produits en quantité industrielle sans jamais les utiliser sur le front occidental par crainte de représailles chimiques alliées. Les mines de Die-Erfurt, en Silésie, qui se trouvaient dans la zone d'avance soviétique, et les installations de Gendorf, en Bavière, furent partiellement scellées et surveillées par les troupes alliées.
On estimait que plus de 12 000 tonnes d'agents neurotoxiques avaient été produites dans ces seules installations, dont une partie ne put jamais être localisée avec précision. De nombreux arsenaux sont restés non répertoriés pendant des années. En 1947, on récupérait encore des milliers de tonnes de bombes non explosées dans des villes détruites. Des équipes spécialisées de déminage travaillaient parmi des ruines instables et des entrepôts effondrés. On estimait que pour chaque pâté de maison démoli lors des travaux de reconstruction, on trouvait en moyenne 5 projectiles non explosés. La fin de la guerre n'a pas laissé un pays simplement vaincu. Elle a laissé un territoire semé de dangers. Dans les derniers mois de 1944 et les premiers de 1945, alors que les villes brûlaient sous les bombardements alliés et que les fronts s'effondraient, les dirigeants allemands ont appliqué des ordres de destruction visant à effacer les traces de l'effort de guerre ou, à tout le moins, à priver l'ennemi de son butin. Des milliers d'usines ont été mises hors d'état de fonctionner. Des dépôts entiers de munitions ont été faits sauter. Des tonnes d'armements ont fini ensevelies sous les décombres, coulées dans les rivières et les lacs, ou jetées au fond de la mer. Les instructions de destruction ont été transmises par le cadre d'un chaos administratif qui rendait impossible leur mise en œuvre cohérente. Les commandants régionaux recevaient des ordres contradictoires. Certains devaient préserver les services de base, d'autres devaient détruire tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi. Dans les bassins industriels, les chefs locaux ordonnaient d'inonder les tunnels, de bloquer les accès et de cacher les machines dans des mines abandonnées. La désintégration de l'État allemand a transformé chaque dépôt d'armes en un problème autonome, sans coordination ni contrôle central efficace. Dans les ports de la Baltique, la Kriegsmarine a délibérément coulé des navires chargés de torpilles, de mines et de fûts de substances toxiques. Plus de 300 000 tonnes de munitions, dont une quantité importante d'armes chimiques, ont été jetées en mer de Baltique et en mer du Nord pour éviter leur capture. Projectiles d'artillerie, bombes aériennes, conteneurs de gaz moutarde, mines navales. Pendant des années, les pêcheurs de la Baltique ont continué à trouver dans leurs filets des obus, des grenades et des conteneurs corrodés renfermant des substances qui restaient mortelles. Le problème est devenu une menace écologique silencieuse que les organismes internationaux allaient continuer à documenter des décennies plus tard. Les rapports des autorités alliées faisaient état de centaines de dépôts cachés à terre. Dans des mines de sel du centre et du sud de l'Allemagne, on découvrit des conteneurs métalliques renfermant des gaz toxiques, le thabun et le sarin, les 2 agents neurotoxiques que les laboratoires du professeur Gerhard Schrader avaient mis au point dans les années 1930 et que, lorsque les armes du Reich passèrent sous le contrôle des Alliés, commença un processus qu'aucun communiqué officiel n'a jamais décrit avec précision. Le transfert massif de technologies militaires allemandes vers les arsenaux du monde à venir. Au lieu de détruire tout ce qui avait été confisqué, de nombreux programmes visaient à exploiter les connaissances et les matériaux capturés. Les fusées, les moteurs à réaction, les armes automatiques, l'ingénierie optique et la métallurgie spécialisée étaient considérés comme des ressources dont la valeur dépassait de loin toute considération politique. Ce qui avait été créé pour soutenir la guerre du Troisième Reich s'est transformé en base technologique des arsenaux de l'après-guerre. Aux États-Unis, les ingénieurs en propulsion qui avaient travaillé à Peenemünde furent transférés avec les plans, les pièces et la documentation technique complète. À White Sands et dans d'autres centres d'essai, des lancements expérimentaux ont été effectués avec des roquettes reconstituées à partir de pièces d'origine capturées. C'est de ces expériences que sont nés les premiers missiles américains à moyenne portée. Mais l'étendue du transfert allait bien au-delà des roquettes. Les essais sur l'armement allemand ne se sont pas limités aux armes légères ou aux véhicules blindés. Dans les centres de recherche, on a expérimenté l'artillerie, les canons automatiques et les systèmes optiques. Les mitrailleuses dérivées du modèle MG-42, dont la cadence de tir de 1200 coups par minute avait terrorisé l'infanterie alliée, sont devenues des modèles de référence. La MG-42 a été directement copiée et rebaptisée, et des versions dérivées de ce modèle restent encore aujourd'hui des armes standards dans les armées du monde entier. La mitraillette MP-40 a été analysée en détail par les techniciens britanniques du Royal Armament Research and Development Establishment. Plusieurs de ces solutions mécaniques, la simplification du mécanisme de tir, le recul libre contrôlé, la fabrication par emboutissage à froid qui réduisait les coûts de production,
ont influencé le développement des modèles britanniques d'après-guerre, y compris le Sten amélioré et ses successeurs. La France, qui devait reconstruire son armée presque à partir de zéro, trouva dans le matériel allemand une base de départ immédiate. Des milliers de fusils carabinaires, 98K, de mitraillettes MP-40 et de mitrailleuses MG-34 et MG-42 capturées furent redistribuées aux forces armées françaises. Dans les ateliers nationaux d'armement, des pièces d'origine allemande furent adaptées au calibre français et des composants de différentes provenances furent combinés. Certaines usines intégrèrent des machines et des brevets confisqués pour relancer la production. Plusieurs armes fabriquées en France dans les années 1950 conservaient des mécanismes internes presque identiques aux originaux allemands, simplement redessinés pour s'adapter au calibre standard de l'OTAN. Les méthodes de production industrielle allemande furent étudiées comme des modèles d'efficacité en série. Les ingénieurs alliés rassemblèrent des milliers de plans et de manuels décrivant les processus de fabrication en série développés sous la pression de la guerre. Cette documentation permit de moderniser les usines et d'optimiser la production d'armement. Dans le domaine de l'aviation, les laboratoires qui analysèrent les moteurs à réaction allemands, développés par des entreprises telles que Junkers et BMW sous la supervision du ministère de l'Aviation du Reichsmarschall Göring, découvrirent que les expériences menées sur les mélanges de carburant et les turbines compactes avaient des années d'avance sur leurs équivalents alliés. Les essais menés sur ces moteurs ont donné naissance aux premiers programmes nationaux de propulsion à réaction en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les connaissances en optique militaire ont également laissé une empreinte durable. Les systèmes de visée des chars allemands, les lunettes de visée des aviateurs de la Luftwaffe et les instruments de navigation des sous-marins de la Kriegsmarine ont été démontés, copiés et améliorés. Les entreprises d'optique de Jena, qui se sont retrouvées dans la zone soviétique après la division de l'Allemagne, ont été littéralement transférées. Leurs techniciens et leurs équipements de production ont été envoyés vers l'Est et l'Ouest. La technologie optique allemande, qui n'a pas été reproduite directement, a été étudiée pour établir les normes industrielles de la génération suivante. Plus de 500 000 brevets allemands ont été transférés à des laboratoires étrangers pendant la période d'occupation, selon les registres alliés. De ces idées sont nés des composants électroniques, des matériaux résistants à la chaleur, des systèmes optiques et des techniques de soudage qui allaient devenir essentielles dans l'industrie du XXe siècle. Ce qui fut autrefois un effort de guerre finit par s'intégrer à la base technologique du monde moderne sans que la majeure partie de la population ne le sache jamais. Bien que la grande majorité des panzers ait été détruite ou ait disparu entre 1945 et 1950, une infime fraction a réussi à survivre suffisamment longtemps pour être sauvée, préservée ou restaurée des décennies plus tard. Parmi tous les blindés allemands qui existent aujourd'hui, aucun n'a une présence plus emblématique que le Tiger I de Bovington, connu sous le numéro 131. C'est le seul Tiger I entièrement opérationnel au monde, ce qui en fait un vestige vivant et parfois bruyant de l'ingénierie allemande de la Seconde Guerre mondiale. Sa capture en Tunisie en avril 1943 lui a permis d'échapper au sort qui attendait presque tous les autres Tiger, la destruction au combat ou la désintégration d'après-guerre. Sa restauration a été un effort technique monumental qui a nécessité la reconstruction de pièces internes à l'aide d'une combinaison de composants d'origine, de pièces fabriquées à la main selon les plans d'origine et de solutions créatives respectant la mécanique du véhicule. Lorsque le 131 démarre son moteur Maybach HL 230 lors des démonstrations publiques à Bovington, le bruit qu'il produit appartient à une autre époque. Le Panther est, de loin, le plus nombreux des modèles avancés à avoir survécu. On le trouve dans des musées, allant du musée des blindés de Saumur au musée royal de l'armée de Bruxelles en passant par Bovington et plusieurs collections privées européennes. Ce qui est intéressant avec le Panther, c'est la diversité de son état de conservation. Certains sont entièrement restaurés et peuvent rouler. D'autres présentent des traces d'usure au combat, avec des marques d'impact réelles figées dans l'acier. Quelques-uns sont conservés dans leur état d'origine d'après-guerre, avec une peinture écaillée et des traces visibles d'une longue utilisation. La France, qui a utilisé des Panthers après la guerre,
a conservé suffisamment de pièces de rechange pour permettre des restaurations partielles au cours des décennies suivantes, ce qui explique pourquoi ces véhicules sont relativement plus nombreux dans les musées que d'autres chars lourds allemands. Le Panzer IV et le Stug III sont également très présents dans les musées d'Europe et du Moyen-Orient. Leur longue durée de service dans des pays comme la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Syrie, la Finlande et l'Espagne a permis à plusieurs exemplaires de survivre à la destruction massive de l'après-guerre. En Finlande, l'un des meilleurs exemplaires connus de Stug III est conservé, témoin de son utilisation dans l'armée finlandaise pendant l'après-guerre. En Israël, des chars ayant combattu sur le Golan en 1967, dont certains sont des Panzer IV d'origine tchèque, sont exposés au musée des blindés de Latroun. L'aspect le plus fascinant des Panzers survivants ne réside pas dans leurs expositions statiques, mais dans les récits de leur récupération qui les ont sortis du sous-sol ou des profondeurs aquatiques où ils étaient restés cachés pendant des décennies. L'une des découvertes les mieux documentées a eu lieu en 2006 lorsqu'un panthère a été extrait d'un lac en Pologne. Submergé pendant près de 6 décennies, le véhicule a refait surface recouvert de sédiments, d'algues et de boue, mais de nombreux composants internes étaient dans un état de conservation surprenant. L'eau froide et stagnante avait préservé les pièces métalliques, les munitions et les éléments mécaniques qui auraient complètement disparu s'ils avaient été exposés à l'air pendant tout ce temps. D'autres découvertes similaires ont eu lieu en Biélorussie, en Ukraine et dans les pays baltes, où les marécages et les forêts ont englouti des véhicules entiers pendant les combats du front de l'Est. Les équipes de récupération, combinant méthodologie archéologique et engins de chantier, utilisaient des grues militaires pour extraire des blindés enfouis sous des couches de boue qui avaient fait office de capsules temporelles. Une fois remontés à la surface, beaucoup présentaient des dommages de combat clairement visibles. Impacts figés dans l'acier, tourelles déformées, chars percés par des projectiles qui avaient coûté la vie à leurs équipages des décennies auparavant. Les restaurations les plus ambitieuses ont porté sur les véhicules lourds. Remettre un Panther en état de marche implique de reconstruire une transmission qui, même en temps de guerre, avait tendance à céder sous des efforts prolongés. Cela exige de reproduire des pièces internes qui ne sont plus fabriquées depuis 1945, de fabriquer des roulements et des engrenages selon des tolérances qui ne sont plus appliquées aujourd'hui dans aucune production en série, et de reconstruire des moteurs Maybach qui, en raison de leur taille et de leur conception spécifique, nécessitent des outils et des connaissances qui n'existent que dans une poignée d'ateliers spécialisés à travers le monde. Certains collectionneurs privés, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, ont investi des sommes équivalentes au prix d'un avion léger pour parvenir à faire rouler un Panther sur quelques centaines de mètres par ses propres moyens. À mesure que les exemplaires originaux se sont faits de plus en plus rares et coûteux, une industrie parallèle a vu le jour, la construction de répliques fonctionnelles. Des entreprises européennes spécialisées fabriquent des Panzer et des Tiger dans des versions qui, sans être identiques à l'original, reproduisent avec une fidélité remarquable les dimensions extérieures, le mouvement de la tourelle et le bruit des moteurs modifiés. Ces répliques sont utilisées dans des tournages cinématographiques. Le film Fury de 2014, avec Brad Pitt, a utilisé l'un des rares Tiger Priam originaux encore opérationnels au monde, précisément le 131 de Bovington, aux côtés de répliques d'autres modèles, et dans des reconstitutions historiques qui permettent de visualiser avec précision les proportions réelles de ces machines sans mettre en danger les fragiles survivants originaux. L'héritage technique du Panzer perdure également dans des études contemporaines qui vont bien au-delà de la restauration ou de l'exposition. Les chercheurs en métallurgie et en balistique continuent d'analyser des composants d'origine pour comprendre la composition de l'acier laminé allemand, les méthodes de soudage et la géométrie du blindage incliné. L'influence du Panther sur la conception globale des chars fut si profonde et si immédiate qu'elle se retrouve directement dans le T-54 soviétique, le Centurion britannique et les Patton américains des années 1950. Le blindage incliné, le canon à grande vitesse, la disposition compacte des systèmes internes, tout cela a vu le jour, sous sa forme moderne, sur les plans des bureaux d'études de Mann et Henschel à Kassel.